Bonsoir tout le monde, soyez le bienvenu. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à la deuxième partie, soit le deuxième jour de notre moment d'échange sur l'apport des outils SIG dans l'aménagement du territoire, soit en ce qui concerne la planification urbaine. Et comme vous pouvez le constater, sur ceux qui ont pu voir l'affiche et autres là, nous avons parlé d'un moment d'échange. Ça veut dire quelques intervenants peuvent nous présenter ce qu'ils ont comme projet. Et puis, nous allons échanger. Ça veut dire, en fait, s'il y a des nouveaux qui se sont connectés aujourd'hui, RFS Consulting est un cabinet de consultance, un bureau d'études environnementales et d'ingénierie. Nous évoluons dans le domaine de gestion de l'environnement, aménagement du territoire, ingénierie forestière et encadrement scientifique. Et parmi nos principaux outils, nous avons le SIG, le SIG, la télédétection appliquée et autres. Hier, il y a eu 3 intervenants qui ont parlé de leur projet et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Juste après ces mots d'ouverture, nous allons accorder la parole à M. Glody, qui est parmi nos consultants au sein du bureau et qui vit en France. Je suis M. Glody Musengue. Je suis ingénieur en SIG depuis 2016 et j'ai continué mes études en urbanisme et en aménagement du territoire sur des questions des problématiques urbaines, plus précisément les questions relatives aux villes et l'environnement. Et j'ai travaillé dans l'aménagement numérique du territoire, dans le déploiement de la fibre optique et aussi dans la data, donc les questions liées aux grosses quantités de données. Et donc, les thèmes que j'aurai le privilège d'aborder aujourd'hui seraient l'apport de l'outil SIG dans l'aménagement du territoire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon écran. C'est bon pour vous? Donc, oui. Donc, déjà, d'emblée, j'ai essayé de faire une analogie entre les SIG et le corps humain. De la même manière que nos yeux nous permettent de voir notre environnement, c'est de cette manière-là que les SIG nous permettent d'appréhender l'environnement dans lequel nous sommes et de pouvoir scientifiquement modéliser cet environnement pour permettre à ce qu'il y ait des décisions qui tiennent compte des réalités ou des données sur terrain. Et donc, par définition, le territoire est tout simplement une portion de l'espace terrestre qui dépend d'un État ou d'une juridiction. Donc, par juridiction, on attend, ça peut être une commune, ça peut être en fait toute entité qui est reconnue par l'État. Par exemple, là, j'ai affiché devant moi la commune de Barumbo, qui fait partie des communes de la ville de Kinshasa. Et dans la commune de Barumbo, nous avons 2 quartiers. Donc, un quartier peut être un territoire, parce qu'un quartier peut être géré par un chef de quartier, une commune peut être gérée par un maire ou un bourgmestre, le cas de la ville de Kinshasa. Donc, le SIG permet tout simplement de modéliser ces territoires pour pouvoir agir directement. On parlerait par exemple, si dans la commune de Funa, il y a des questions sanitaires, par exemple, on a parlé de Covid, on pourrait estimer ou même calculer par recensement le nombre de cas de Covid dans chaque quartier et de pouvoir restituer de l'information sous forme d'une carte, savoir quel est le quartier le plus endommagé, quel est le quartier qui a plus de cas de Covid, et ça va permettre à ce que les décideurs puissent avoir une décision qui soit optimale. Donc, du coup, l'aménagement du territoire touche plusieurs domaines. Plusieurs domaines, pourquoi? Parce que l'aménagement du territoire intervient dans notre quotidien.
on en parlera, par exemple, dans les risques, parce que les risques interviennent sur un territoire. Donc, tout ce qui entre un territoire est un sujet de l'aménagement du territoire. Parce que l'aménagement, c'est avant tout organiser. Et qui dit organiser, c'est prévoir. On va, par exemple, voir dans l'urbanisme, on va parler de réseau urbain. Par réseau urbain, on attend tout système qui permet à une ville ou à un territoire de fonctionner. On va parler d'électricité, de l'assainissement, de l'eau, du télécom, du gaz. Et il y a aussi des sujets par rapport au transport et à la mobilité. Je prends un exemple, dans la ville de Kinshasa, il y a une problématique de déplacement, une problématique de mobilité, parce que la configuration, l'aménagement du territoire à Kinshasa fait en sorte qu'il y ait un centre-ville et plusieurs quartiers ou plusieurs communes qui dépendent de ces centres-villes. Du coup, il y a des mouvements de déplacement qui ne permettent pas à ce qu'il y ait une circulation assez fluide, parce que les matins, tout le monde vient au centre-ville et au soir, tout le monde rentre chez soi. Donc, ça fait, ce sont des sujets de mobilité que normalement la ville devrait gérer, devrait trouver des solutions pour voir est-ce qu'il n'y a pas moyen euh, de construire, d'étendre la ville, d'organiser ou de créer de nouveaux centres d'intérêt, des hôpitaux ailleurs, de marchés ailleurs, afin que la population puisse se déplacer d'une manière assez fluide. On en parlera aussi dans les fonciers. Donc, les fonciers, c'est tout ce qui a trait au terrain, à la parcelle. Quand tu achètes un terrain, normalement, on doit être enregistré dans les cadastres et dans les fonciers pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de conflits comme actuellement. On connaît beaucoup de cas de conflits parcellaires en Afrique parce que tout justement, il n'y a pas une politique d'aménagement dans ce sens. Il n'y a pas, il y a pas un sérieux dans ce qu'on prévoit ou dans ce qui existe. Mais aussi, on parlera de l'aménagement du territoire dans la politique. Et pourquoi dans la politique? Parce que la politique, c'est, en termes simples, c'est la gestion de la cité. Cité, c'est un territoire. Donc, qui fait politique fait de l'aménagement du territoire. Quand on a un territoire, une commune, on doit par exemple savoir quel est le coin, quel est le quartier de la commune qui n'est pas desservi par exemple en eau, qui n'est pas desservi en électricité. Plus on a l'information de l'espace, plus on intervient aussi efficacement. C'est ce qui manque peut-être à nos politiques en Afrique, parce qu'on n'a pas une vision assez générale du territoire comparé aux pays occidentaux où il y a des réglementations qui diraient par exemple que chaque territoire ou chaque commune doit disposer au moins d'un hôpital. Et les politiques font en sorte que cela soit respecté. Donc, du coup, si je reviens à ce que je vous ai présenté, j'aurais préféré parler d'un moyen ou d'un sujet à chaque, pas parler de tout aujourd'hui, parce que les SIG peuvent intervenir dans beaucoup de choses, mais peut-être prendre sujet par sujet, développer un sujet aujourd'hui, un autre jour. Ça nous permettra de ne pas avoir trop d'informations et au final ne pas retenir l'essentiel. Donc pour aujourd'hui, moi j'ai fait le choix de parler de l'apport du SIG dans l'aménagement du territoire, plus précisément dans le risque et l'environnement. Donc, déjà, j'aimerais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais on utilise certains mots dans notre quotidien, on ne maîtrise pas forcément la portée de ces mots. Par exemple, quand on dit risque, aléa, vulnérabilité, qu'est-ce que cela représente pour nous? Quel sens on donne à ces mots dans la gestion du territoire? Donc, c'est à la fin de cet exposé, j'aimerais que nos réponses puissent concorder. Donc, on va parler de risques. On va prendre un risque parce qu'il y a plusieurs cas. Par exemple, les volcans peuvent représenter un risque. On va dire les séismes peuvent représenter un risque. Aujourd'hui, on parlera du risque inondation. En aménagement du territoire, plus précisément
dans les questions liées à la gestion des risques, on parlera de la vulnérabilité. On parlera de la vulnérabilité d'un territoire quand on voit qu'un territoire est exposé ou fait face à un risque. Ici, en l'occurrence, les risques inondation. Du coup, évaluer les risques ou évaluer la vulnérabilité d'un territoire revient à évaluer la vulnérabilité des enjeux sur ce territoire. Parce que un territoire, c'est un espace vide initialement, au commencement, Dieu a créé la terre, et ensuite il a créé des choses qui devaient exister sur ce territoire-là. Donc, lorsqu'un territoire est menacé et vulnérable, en fait, ce sont des objets qui s'y trouvent qui sont menacés. Parce que le territoire en soi, il est menacé. Mais le territoire est neutre, il est muet. Ce sont les ombres qui sont sur le territoire qui vont être plus impactées. Quand il y a inondation dans ma commune, ça serait moi qui aurait beaucoup de dégâts. Les territoires, oui, les territoires, mais ça va s'amplifier par la présence des hommes. Donc, un territoire qui est saturé représenterait beaucoup plus de dangers qu'un territoire qui est vide. Et donc, on va prendre un exemple dans ces projets. J'ai pris un exemple d'un projet, un projet qu'on a parlé, qu'on a travaillé sur les risques inondation au Sénégal, à Dakar. Et on a, pour modéliser, pour réaliser ces projets, on a commencé par faire des modélisations. Modéliser d'abord les objets qui se trouvent sur les projets, sur les territoires. On parle de la population, donc du caractère humain qui sont sur un territoire. Sur un territoire, on a des biens matériels, on a des équipements, on a des maisons, c'est tout ce qui fait les objets d'un territoire. Et on a finalement de l'environnement. Un arbre, une forêt qui est sur un territoire peut être en danger, peut être vulnérable. Donc du coup, on va essayer de calculer, de modéliser du moins la vulnérabilité de chaque catégorie d'enjeux sur le territoire pour enfin dire si le territoire en soi est plus vulnérable qu'un autre. C'est un peu à ça que nos politiques doivent réaliser, parce que nos populations sont tellement concentrées. Si il y a une catastrophe qui arrive, on va enregistrer plus de dégâts que lorsque on organise la ville, on fait en sorte que les gens vivent plus loin ou soit dans des zones protégées. Et donc, je tiens à juste poser les bases, parce que cette étude parce que dans chaque étude, on a un facteur donné, parce que la réalité aujourd'hui en Afrique, c'est qu'il manque tellement de données que les études qu'on réalise sont forcément biaisées ou les conclusions ne sont pas fondées par manque de données. Et donc, j'ai participé à un projet, à ces projets-là, qui parlait des inondations et la mobilité à Dakar. Parce qu'on voit bien les liens entre inondation et mobilité. Quand il pleut en Afrique, c'est difficile pour les populations de se déplacer. Et c'est beaucoup plus difficile encore pour les populations précaires. Parce que quand il pleut, on sait que les chauffeurs ont tendance à augmenter les prix du taxi. Qui parlait des inondations pour les populations précaires. Parce que j'ai un retour là. Et donc, on a réalisé une enquête ménage. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va voir les populations dans leurs maisons, prendre des informations sur leur âge, sur leurs activités. On fait un peu du terrain pour pouvoir recueillir de l'information. Et il y a d'autres informations qu'on est allé récupérer auprès des établissements publics qui normalement sont censés avoir des données, par exemple du recensement de la population, les données des hôpitaux, les données des écoles. Donc tout ça a constitué un peu notre bloc, notre base des données pour pouvoir réaliser des études. Donc du coup, on va le dire, les sites permettent justement cette collecte des données sur le terrain. Il y a des étapes pour réaliser, pour finalement voir quel est l'apport des sites
dans l'aménagement du territoire. Et les sites commencent tout d'abord par la donnée. Quand on n'a pas la donnée, on ne peut rien faire dans un système d'information géographique. Parce que déjà, les mots disent SIG, c'est système d'information. Une information, c'est une donnée travaillée. On doit à la base avoir déjà de la donnée. Donc, c'est à ça qu'on s'est donné, on a collecté de l'information. Et lorsque on a des informations, par exemple, au niveau territoire, si on veut avoir de l'information sur la surface du bâti ou la surface des zones, on fait ce qu'on appelle la numérisation de l'existant. On va voir les cartes ou les photos aériennes pour pouvoir restituer, modéliser l'environnement ou les territoires dans un SIG. Et il faut les stocker dans les bases de données. Et finalement, on va les exploiter. Donc, c'est ça, fait de manière un peu en résumé, c'est à quoi représentent les SIG. Donc, finalement, on a, par rapport à notre projet des inondations à Dakar, comme dans tout projet, on modélise toujours. On va essayer de simplifier, comme en mathématiques, on simplifie la réalité en des langages ou en des variables. On va dire que la population, d'une manière générale, est catégorisée. On a certainement des populations de moins de 11 ans. Après, l'âge de 11 ans a été choisi pour dire qu'à 11 ans, moins de 11 ans, ce sont des enfants. On se dira, c'est l'exemple avec les coronavirus, on a dit les enfants, par exemple, ne sont pas aussi vulnérables que les plus de 65 ans. Donc, c'est des choix qu'on a fait. Et pour faire ces choix-là, ce que j'aimerais insister sur un point, c'est que les SIG, c'est un système polydisciplinaire. Parce que pour faire certains choix, on fait recours à des spécialistes. On va voir les psychologues, on va voir les historiens. C'est vraiment c'est un système, quand il est bien fait, il tient en compte plusieurs variables qui permettent à ce que nos décisions soient vraiment fondées, que ça ne soit pas des décisions unilatérales. On a pris des populations scolaires et étudiantes, parce qu'on s'est dit, ce sont des populations qui sont aussi mobiles que les moins de 11 ans. Quand il pleut, les moins de 11 ans, forcément, ils ne sortent pas comme les étudiants. Et les populations actives, ce sont des gens qui sont d'une manière ou d'une autre aussi touchés quand il y a les dégâts en inondation, parce qu'ils ne peuvent pas aller au travail. Et connaissant les économies africaines où les populations vivent du jour au jour, c'est assez délicat parce que les inondations, on trouve les gens dans une précarité et cette précarité les appauvrit encore plus. Et on trouve les populations au chômage qui déjà leur situation est pas supportable. Avoir encore à pas se déplacer pour espérer avoir quelque chose, c'était encore plus difficile. Et là, on trouve des populations des troisième âge qui ne sont pas forcément impactées par la mobilité, mais qui peuvent être impactées parce que ces personnes-là ne travaillent pas. Et ceux qui travaillent euh, ne peuvent pas aller au travail parce qu'il y a une inondation, parce qu'il y a un problème de mobilité. Donc, du coup, on a réalisé des cartes de répartition parce que c'est une donnée qu'on avait pour chaque commune et même pour chaque unité de commune. On a, à travers la base de données qu'on nous a fournie, vous verrez avec moi les H1, H2, H3, H5, ça représente tout simplement les catégories des populations pour pour modéliser plus simplement. On a donné des noms de variables. Donc, du coup, dans chaque unité spatiale, on a fait une subdivision où on a intégré les populations. Et ces résultats nous a permis d'avoir cette concentration de la population. Donc, on voit bien, par exemple, ici, que la commune de Yembeu Nord est la plus peuplée. Donc, on s'est dit, finalement, quand il y a un danger, en termes de population, si on veut, par exemple, sauver les populations qui sont en danger, il faut vite aller d'abord là-bas. On ne dit pas qu'il ne faut pas aller ailleurs, mais il faut que les politiques puissent intervenir où il y a plus de vulnérabilité. Encore là, on n'est pas encore à la vulnérabilité. On est seulement à l'occupation. On est encore à l'occupation parce que plus tard, je vais vous montrer comment on a calculé on a calculé la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité n'est pas simplement
on peut être nombreux sur un territoire, mais finalement, ce territoire ou cette commune n'est pas en danger. Donc, ce n'est pas aussi vulnérable qu'une commune qui a moins de population, mais qui toute cette population est menacée. Donc, on va aussi parler des enjeux matériels. Les mêmes travail sera fait. On va recenser, on va, à l'aide du recensement, déterminer les nombres d'entreprises dans chaque commune. On va essayer d'avoir une base de données qui va nous permettre d'avoir la répartition finalement économique ou matérielle dans chaque unité spatiale. Ce qui va donner cette carte-là où on voit les zones industrielles, les stades, les lieux de travail où les gens travaillent. Vous verrez plus que c'est concentré à la partie ouest où se trouve Dakar, pas Grand Dakar, mais Dakar, les centres-villes. Donc, on a tout ça et les bâtis. Vous verrez par exemple que la région à l'est n'est pas aussi habitée, donc c'est plus rural. Donc, ça nous permet d'avoir directement une idée, une vision spatiale pour intervenir. Donc, on fera la même chose aussi pour l'environnement. Dans l'environnement, on verra qu'il y a des zones, de forêt, qu'il y a de la savane. Donc, c'est des paramètres qui vont nous aider à finalement déterminer plus tard la vulnérabilité. Et là, ce qui va venir, c'est qu'on va calculer finalement la vulnérabilité. Par exemple, on prend le cas de la population, la vulnérabilité humaine. On va le faire à l'aide de calculs. Par exemple, là, on dit V égale à H1 plus cette façon divisé par max H1. C'est qu'ici, on a pris toutes les populations de manière égale. On a le même poids. Encore là, c'était un choix. C'était un choix parce qu'on ne fait répéter pas la même chose en France. Parce que, par exemple, en France, quand je prends l'exemple de Covid, les enfants ne sont pas exposés au même risque que les adultes. Donc, le poids de la population de moins de 11 ans sera moins considérable par rapport aux adultes. Mais là, on a fait un choix. Encore une fois, on est allé voir des experts dans le domaine pour pouvoir nous guider en termes de poids pour faire de bons calculs par la suite. Parce que ça va rester toujours subjectif, mais on voudrait s'y rapprocher de l'objectivité en s'y rapprochant, bien évidemment, des gens qui sont dans le domaine. Donc là, finalement, on retrouve presque la même répartition. La commune qui était la plus occupée, c'est la commune la plus vulnérable en termes d'humains. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a une inondation à Dakar, ce sera cette commune-là qui sera la plus impactée. Pareillement, on est allé faire des calculs pour la vulnérabilité matérielle, où on a une formule de la vulnérabilité, le poids fois le NI, qui est la note spatiale de l'enjeu. Donc, dans la note spatiale, on définit, il y a les effectifs. Par exemple, si on a un bâtiment, on peut avoir dans ces bâtiments, peut-être il y a combien d'occupants, il y a combien de résidences, il y a combien de lieux de travail. Donc, c'est des calculs qu'on fait, que je ne vais pas vous prendre le temps de le faire ici, qui au final nous donnent des indications assez claires de la vulnérabilité. Et finalement, en termes de vulnérabilité environnementale, après calcul, voilà, après calcul, on trouve des résultats qui finalement méritent. Après ça, cette carte-là, elle n'était pas finie. C'était juste un exemple que j'ai voulu montrer de comment on peut représenter une carte de vulnérabilité environnementale. Donc, c'est un peu ça. Et finalement, j'y reviens à la question initiale liée au risque, à l'aléa et à la vulnérabilité. Il faut savoir que l'aléa n'est pas un risque. Quand il pleut, ce n'est pas un problème. Normalement, quand il pleut, personne ne doit être en danger. Mais on est en danger parce qu'on est exposé à une catastrophe. Quand l'aléa devient une catastrophe, c'est que l'aléa nous met dans une situation
où l'on doit perdre quelque chose, où on doit avoir des dommages. L'inondation, c'est un aléa. La vulnérabilité, c'est à quoi je suis exposé. Je peux avoir une inondation qui ne me touche pas. Je suis dans une faible vulnérabilité. Et finalement, les risques, il n'y a pas de risques s'il n'y a pas aléa et s'il n'y a pas vulnérabilité. Les risques d'inondation existent parce qu'il n'y a plus et parce que les populations ou les biens matériels sont exposés. Sinon, il y a des pluies qui n'ont pas d'inondation, pardon, qui ne sont pas, il y a des inondations qui ne sont pas aussi graves et qui, finalement, ne causent pas de risques. Donc, c'est donc ça ma présentation, ce que je voulais partager avec vous. Après, je pense qu'il n'y aura pas le temps. Initialement, j'avais prévu de vous parler en long et large des SIG, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, mais j'ai voulu qu'on aborde des questions aussi importantes pour l'aménagement du territoire, pour notre continent, et voir à quoi finalement peut servir les SIG dans l'aménagement du territoire. Il sert évidemment dans les calculs euh, de, de paramètres qui permettent à ce que les décisions soient prises de manière objective et ce que la politique nationale ou même locale soit faite pour que la population ou les biens des populations soient protégés. Je vous remercie. OK. Merci beaucoup, cher consultant, M. Claudie. C'était vraiment un moment riche de connaissances et de belles notions. Nous allons poursuivre. En fait, pour tous les participants, vous avez l'espace de discussion où vous pouvez déjà placer tout ce qui est comme questions, préoccupations et autres. Juste après les interventions, on verra comment traiter les différentes questions. Donc, il y aura un moment de questions-réponses. Bon, en attendant que l'intervenant suivant puisse se connecter, je vous montre juste un projet. Je ne sais pas si je dois encore me présenter, mais pour ceux qui sont déjà avec nous depuis hier, je suis Christian Mouyaya. Je suis consultant environnementaliste ayant des connaissances approfondies en SIG, télédétection appliquée, ainsi que l'encadrement scientifique. Et je suis le numéro 1 de RFS Consulting, qui est un cabinet de consultance, bureau d'études environnementales et d'ingénieurs. Si vous pouvez remarquer sur l'écran ce que vous avez là, en fait, c'est un projet. Je ne vais pas parler en détail parce que c'est encore un projet comme vous pouvez l'entendre, mais c'est juste question de vous montrer comment on peut constituer une base de données. Alors, si vous remarquez, nous avons là la commune de Lumete dans la ville de Kinshasa. Hier, on a déjà parlé de tout ce que nous rencontrons comme problème, principalement en Afrique, le problème des données. Nous ne disposons pas de bases de données dans nos pays. Soit il y a des bases de données, mais qui ne sont pas actualisées. Alors, nous sommes obligés de faire avec le P qu'on a et puis essayer un peu de compiler les données avec plusieurs stratégies. On peut se servir des données de OpenStreetMap, de Google Satellite et autres. C'est ce que nous avons fait à travers ce projet. Et vous allez remarquer que j'ai essayé d'utiliser le système d'étiquette par échelle, les degrés d'échelle. À chaque fois que je vais zoomer, vous voyez, si par exemple je zoome, j'ai la possibilité de voir assez de données. Mais je vais aller lentement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la carte OpenStreet, ce que vous remarquez, ce qui est là. En fait, j'ai créé une connexion. En fait, on ne donne pas la formation des logiciels qui GIS ici, mais ceux qui utilisent déjà ça, j'ai créé une connexion pour essayer d'importer les données de Google Satellite, la carte de Google Satellite directement ici. À partir de la carte de OpenStreet, ce qui nous a permis de faire un peu la numérisation et autres là, et c'est de même qu'on a fait pour l'image de Google Satellite. Donc, en se référant à cette image-là et quelques données qu'on a récupérées sur la plateforme d'Ivagis, c'est ce qui nous a permis à faire tout ça. Si j'aimerais, ce qui m'a poussé à plus parler de ces projets, c'est quoi? C'est cette problématique-là de ne pas disposer de base de données. Avec ces projets, nous avons la possibilité de l'utiliser sur nos smartphones parce que nous avons utilisé il y a une extension sur QGIS que nous appelons QFIL
donc, que nous appelons Keyfield. Si je peux aller là, voilà. Cette extension nous permet d'importer ces projets, des sites, ces projets cartographiques, notre smartphone. En ce moment-là, d'office, le projet devient une application web. Et le Keyfield nous donne la possibilité de compléter les données sur terrain. Mais ça veut dire, si par exemple ici je manque, je vais zoomer, si par exemple je manque les noms des avenues, les noms des routes, les noms des quartiers, je peux compléter ces informations-là sur le terrain. Et par rapport à la carte qui est là, donc en fait, je ne vais pas m'attarder. Si vous pouvez remarquer, on a essayé de travailler aussi sur quelques requêtes ainsi que l'analyse spatiale en déterminant par exemple les zones tout autour des rivières, les zones à risque, ce que vous remarquez en bleu là, ça veut dire que ce sont des zones par exemple 20 mètres tout autour des rivières. Et on a aussi, à partir des analyses spatiales, déterminé en fait les bâtiments qui sont à risque d'inondation. À partir de la zone tampon créée tout autour des rivières, ce qui nous a permis à déterminer un peu quels sont les bâtiments à risque d'inondation. Donc, c'est la même chose qu'on a fait, par exemple, pour les zones où on retrouve les chemins de fer. Par exemple, oui, les chemins de fer, ce qui est là, vous pouvez remarquer que là, nous avons les différents bâtiments qui sont construits, par exemple, à moins de 3 mètres de chemin de fer. Vous voyez que ça, c'est un risque. Et le but est d'amener encore ce projet trop loin, par exemple, avec le logiciel LISMAP, on verra comment faire une telle cartographie, le mettre en ligne, ce qui permettra maintenant à chacun d'y accéder et puis il peut afficher les informations par rapport à ce qu'il a besoin. Par exemple, grâce à tout ce qui est comme la gestion des couches qui sont là, et vous pouvez déterminer quelles sont les données que vous voulez afficher. Par exemple, je peux dire que non, prochainement, on vous le fera voir sur le logiciel LISMAP comment ça se présente. Mais ici, je donne juste un exemple sur QGIS. Par exemple, si j'ai désactive infrastructure qui est là, j'ai désactive aussi les transports. Et je peux, par exemple, rester juste, je désactive aussi, non, limite administrative, je peux laisser, je désactive zone tampon, hydrologie, et je reste juste avec l'occupation du sol. En ce qui concerne l'occupation du sol, si je peux plus zoomer, vous remarquez que tout ce qui est en jaune là, ce sont des zones résidentielles. Donc, en jaune, nous avons des zones résidentielles. La couleur rose là, ou soit rouge pâle, nous avons les zones industrielles. Là, ce sont des rails. Si je peux progresser, ici, nous avons des espaces verts, soit ça peut être des fermes. Et là, nous avons des zones marécageuses. Donc, ça nous a permis, en fait, à déterminer, en se référant toujours aux données de Google Earth, de OpenStreetMap, ce que j'ai dit, par manque de données. Mais sinon, avec cette carte, vu que nous allons le placer, par exemple, dans nos tablettes, et avec la descente sur terrain, nous pouvons encore aller trop loin afin de compléter les données qui manquent et puis préparer une bonne base de données qui pourront servir à d'autres. Donc, c'est comme je dis, je ne tenais pas à intervenir aujourd'hui, mais j'ai juste parler de ce projet. Et c'est un projet en cours. Et, parce qu'hier, M. José nous a demandé de parler un peu, essayer un peu d'approfondir avec l'aménagement du territoire, essayer un peu d'éclaircir le champ, parce qu'il y a eu un peu de confusion où on s'est focalisé juste sur les systèmes cadastrales. Je pense qu'on a quand même abordé un peu le sujet dans cette présentation, hein, parce que l'aménagement du territoire, il faut le comprendre comme, comme on administre un territoire, comment on gère un territoire, comment on organise un territoire finalement. Parce que il y a deux philosophies en aménagement du territoire. Je prends l'exemple, si on construit une gare dans une zone, les populations vont aller peut-être habiter à côté de la gare et du coup, la gare va devenir un quartier fréquenté. Il y a une autre philosophie qui consiste à aller placer la gare où se trouvent déjà les populations. Donc, du coup, la vision ou la politique dans l'aménagement du territoire, c'est soit créer un déplacement ou venir vers la population. Et les politiques
qui, finalement, nous, tout ce qu'on fait, si on occupait des postes politiques, peut-être qu'on aurait réfléchi autrement comment organiser notre ville, comment organiser notre territoire. En prenant l'exemple de Kinshasa, où on pourrait planifier d'une autre manière, parce que quand le Belge a construit nos villes, il a construit les villes en fonction d'une population. Et la population a évolué. Normalement, notre politique urbaine devrait aussi évoluer. Mais nous sommes restés à la même politique urbaine et une démographie importante. Du coup, il faudrait qu'on arrive à, à atteindre cette population-là, à rattraper cette population, parce que finalement, on revient encore à la question des risques ou de la catastrophe. Si aujourd'hui, nous sommes exposés, ou s'il y a catastrophe aujourd'hui, on sera plus à mal de ces, voilà, d'être sains et saufs, parce que nous sommes tellement concentrés, en nous concentrant, on a multiplié notre vulnérabilité. Donc, la meilleure politique serait de penser autrement notre politique d'aménagement, parce que depuis l'époque belge, on n'a jamais pensé à l'aménagement au vrai sens du mot, en intégrant tous les paramètres, même de la santé, de l'école, parce qu'on ne sait pas nous dire aujourd'hui quelle est la limite en termes d'hectares pour avoir un hôpital, pour avoir une école, pardon, parce que c'est aussi important. Parce que il y a un enfant ne peut pas se déplacer, par exemple, au-delà d'1 kilomètre pour aller étudier. Il faudrait qu'on puisse arriver à cette politique-là pour pouvoir prétendre à un développement. Je vais être un peu bavard. Par exemple, en Occident, le développement est venu parce qu'il y a eu urbanisme. On a urbanisé la ville et c'est ce qui facilite aussi le développement. Parce qu'on va parler, moi j'ai travaillé dans la fibre optique. S'il n'y avait pas urbanisation, on aurait du mal à déployer la fibre optique. C'est parce qu'il y a déjà eu une planification où il y a des conduites qui existent déjà, où il y a les rues qui sont tracées, qui sont bien tracées, et qu'on arrive à facilement déployer ou aménager numériquement le territoire. Donc là, il s'agit de l'aménagement numérique des territoires, mais chez nous, il faut d'abord aménager les territoires pour prétendre à les numériser. Donc c'est vraiment cette politique-là qui est au centre même de la politique qu'on devrait avoir pour prétendre à un développement, à un commencement de développement. C'est comme l'aménagement, c'est comme chez toi. Tu dis que chez toi, ces coins-là, je vais mettre une chambre, dans l'autre coin, je vais mettre un salon, dans l'autre coin, je vais mettre la cuisine. Donc, quand tu as une maison où partout, tu peux tout faire dans une maison, il y a un problème. C'est que tu ne penses pas déjà à chez toi et nous, on ne pense pas à aménager parce qu'on a trouvé des territoires à peu près organisés, mais il y a des paramètres qui ont changé. J'ai parlé de la démographie, j'ai parlé des mouvements de population qui ont changé et on doit repenser à tout cela. Ok, en fait, nous avons Messieurs, il y a Monsieur Paul Tchoukou, Monsieur Paul Nagassi qui veut de nous écrire là. Il a une présentation à faire. Bonsoir, chers participants. Moi, c'est Joe Paul Nyasingbe. Je suis togolais résident à Lomé. Je suis pilote professionnel de drone et débutant en cycle. Bon, comme notre meeting concerne plus les SIGA, je n'ai pas trop d'apport concernant les drones. Mais les drones en général, ça sert pour la collecte des données. Et c'est avec ces données-là on peut prendre ces données, les utiliser dans les SIG aussi et avec différents logiciels. Sans tarder, je vais rapidement présenter Je disais que mon projet, c'était les SIG appliqués aux collectivités territoriales et notre présentation était subdivisée en 3 parties. D'abord, en première partie, nous avons parlé de la place des SIG dans les collectivités territoriales et les grands axes d'intervention des SIG dans les collectivités territoriales, ainsi que les enjeux des SIG. La deuxième partie consistait à
faire parler un peu plus des outils et méthodes utilisés par les géomaticiens pour la collecte des données et les méthodes et principes de travail du géomaticien. Ensuite, nous avons parlé aussi du principe de la subsidiarité. Alors, en introduction, pour aller rapidement, comme nous voyons sur notre schéma ici, nous voyons que les SIG interviennent dans plusieurs domaines. Et avec les SIG, nous pouvons faire la cartographie parcellaire adressée et numérisée, où on peut donner ça à nos clients qui en demandent et les décideurs aussi. Nous pouvons utiliser les SIG aussi pour les enquêtes foncières, fiscales et urbaines, pour la base de données, établir une base de données communale et dans plusieurs applications, comme les gestions foncières, la gestion urbaine aussi. Alors, pour les principes généraux des SIG, d'abord, nous avons besoin des acteurs. Pour faire un projet de SIG, il faut un acteur qui est prompt à le faire et nous avons besoin des outils aussi et des données. Les outils comme hier, un des messieurs avait soulevé dans son projet comme inconvénient, il y a des machines qui n'arrivent pas à supporter la charge des traitements. Donc, il faut de bons outils avec de bonnes machines avant de faire ça. Et nous avons besoin des données aussi qui sont toutefois les données satellitaires ou bien les images, les couches, les rasters avec lesquels nous pouvons réaliser nos projets. Alors, en deuxième partie, nous allons parler de la place des SIG dans une collectivité territoriale, comme nous l'avons sur notre diapo ici. C'est divisé en 4 grands axes. Nous avons les SIG dans l'aménagement, l'urbanisme, environnement, voirie, télécommunications, comme tout le monde vient de... Le monsieur qui vient de présenter tout à l'heure, il vient de souligner ça aussi. C'est les voiries, les télécommunications, les lignes de fibre optique, c'est toujours dans le même sens. La gestion des réseaux, assainissement, éclairage public, électricité, le patrimoine floristique ou du bâti, le repérage, cartographie, sites touristiques et la production des cartes maquettes aussi selon le besoin. Ça dépendra des besoins des clients. Et aussi le point très important est que les SIG interviennent dans l'aide à la prise de décision. Nous voyons beaucoup les SIG qui nous aident à analyser les données spatiales pour prendre des décisions, les simulations des scénarios et la cartographie thématique ou analytique. Donc, ici, c'est la place des SIG dans une collectivité territoriale, c'est presque la même chose. Ici, nous voyons qu'avec la nouvelle technologie, ça va nous réduire les coûts d'opération. Comme je viens de le dire tout à l'heure, pour une cartographie très millimétrique, nous pouvons utiliser le drone pour avoir les données de précision millimétrique, centimétrique. Mais nous voyons que ceux qui vont prendre les données satellitaires pour faire le traitement n'auront pas le même rendu. Avec les données satellitaires, le rendu n'est pas trop fiable, tout comme si nous prenons le drone pour faire les traitements, les images récoltées par le drone pour faire les traitements avec. Alors, en deuxième partie, nous allons parler des outils, méthodes et principes de travail du géomaticien où nous avons les formés en la matière et les travaillant en la matière. On a besoin de former en la matière. Ce n'est pas tous ceux qui ont travaillé et qui sont tous ceux qui ont été formés dans la matière de la géomatique qui veulent travailler dans le domaine de la géomatique. Donc, il faut des gens ou bien qui veulent travailler dans le domaine des collectivités territoriales ou bien les aménagements des territoires. Donc, il faut des gens qui ont la volonté de travailler dans ce sens. Ensuite, nous avons des outils, comme nous venons de parler tout à l'heure, des moyens intiques qui doivent être à notre disposition pour
pour faire notre travail, où nous avons les différents logiciels, les GPS de poche ou bien les smartphones avec lesquels nous avons des logiciels ou des logiciels de base de données, comme le consultant vient de dire tout à l'heure. Il y a plusieurs logiciels parmi lesquels se figure Keyfield aussi qu'on peut utiliser pour compléter pour compléter nos projets, en fait. Et peut-être ceux qui ne veulent pas utiliser les images satellitaires ou bien les données raster, les différents l'AES peuvent utiliser le drone pour des images de qualité et de bonne précision. Alors, pour les projets de SIG aussi, il faut qu'on soit ordonné à le faire. Parce que si tu mélanges tout, ça ne peut pas aller. Donc, ordonner, organiser les fichiers. Si tu as les fichiers en format KML, si tu veux les utiliser, les formats TIFF, les formats shapefile, donc il faut qu'on soit organisé et bien organiser nos fichiers aussi pour les utiliser en bonne et due forme. Nous avons parlé en introduction du principe de la subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est un principe à caractère juridique qui nous interdit de travailler à la place de quelqu'un. Ici, nous revenons un peu plus ceux qui travaillent au niveau du cadastre ou bien ceux qui font les bases de données communales. Il y a certains trucs, par exemple, toi, tu es le technicien SIG décide de travailler avec un géomètre. Il y a certains parcelles, c'est pour l'État. Même si quelqu'un vient te voir de prendre la parcelle là ou bien de mettre autre chose là-bas, toi, ce qui ne te concerne pas ou bien ce qui n'est pas de ton travail, il ne faut pas le faire, il ne faut pas toucher. Toi, tu seras consacré à faire ce que ce qu'on t'a demandé de faire. Pas de magouille, respecter ton travail et non créer des problèmes par la suite. Peut-être la base que tu as créée, ça ne tient pas. Après, ça va créer des soucis, de gros soucis. Donc, nous devons respecter le principe de subsidiarité. Pour finir en troisième partie, nous allons juste présenter notre projet qui est un projet d'implantation de forage dans la commune de Gondo-Arugu. Alors, c'est la commune de Gondo-Arugu, c'est une commune que moi j'ai pris virtuellement, qui est dans le Burkina, que je l'ai placé, et je l'ai pris virtuellement pour travailler avec cette carte. Alors, c'est une ONG qui travaille dans la promotion de la transhumance qui a décidé d'aider 5 forages dans les aides des éleveurs pour pouvoir abreuver les troupeaux dans la zone pastorale de la collectivité. Alors, les moyens du bailleur, selon la programmation, permettaient de réaliser que 5 forages à l'abreuvement de ces troupeaux. Or que dans les 5 forages, on a sollicité 5 sites parmi 20 sites pour mettre en place ces 5 forages. Donc, dans les 20 sites, on n'aura que 5 sites dans lesquels nous allons implanter nos forages. Alors, ici, il est question dans toute notre présentation ici, tout ce qu'on a abouti, il est question de la prise de décision, en fait. C'est pourquoi j'avais précisé au début que c'est l'objectif principal. Bien, c'est sur ce point que se basent trop les systèmes d'information géographique. Alors, la prise de décision ici, c'est qu'on doit choisir les 20 sites. On va choisir les 20 sites, les 5 sites où on doit implanter nos forages parmi les 20 sites. Alors, rapidement, je vais couper le partage et partager ma carte que j'ai fait inachevée
C'est-à-dire, j'ai fait une carte sans mise en page, mais après, je vais terminer ça. Donc, nous avons ici notre carte de la commune. Comme je l'ai dit, excusez-moi, la carte n'est pas achevée. Elle est loin d'être achevée. Donc, nous avons les 5 sites qui sont en jaune avec les 5 villages. Donc, au préalable, nous avons 20 sites. Si je décide de cocher les sites, au préalable, nous avons les 20 sites et nous avons pu faire le traitement pour gagner les 5 sites parmi les 20 sites. Donc, c'était ce pourquoi nous avons fait notre projet. Donc, c'est ce que je tenais à présenter aussi comme projet d'implantation des forages parmi tant d'autres et dire l'importance des SIG dans la prise de décision. Merci, c'est tout. Si vous avez des questions, je suis là. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur. Vu que c'était dans la précipitation, c'est aujourd'hui qu'il nous a contactés. J'ai toujours insisté que c'est un moment d'échange. Donc, nous n'interdisons personne. C'est qu'il y a de belles idées, un bon projet. Donc, voilà. Après, nous devions... oui, je disais merci, monsieur Paul, pour votre intervention. Voilà, on commence avec la première question. Voilà, il y a M. Adeoti qui demande, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, permettez, on peut avoir la vulnérabilité d'autre part, comme l'exposition à un fait. Je ne sais pas si, normalement, la question, je crois, c'est dédiée à M. Glody. Monsieur Glody, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, il y a M. Adeoti qui demande, est-ce qu'on peut avoir la vulnérabilité d'autre part, comme l'exposition à effet? Est-ce qu'on peut avoir la vulnérabilité? D'autre part, comme l'exposition à effet, un fait plutôt. Genre effet de serre, je sais pas. Non, un fait, le fait. Dans tous Je sais les pas, cas. j'ai pas, attends, vous pouvez accéder à l'espace discussion. Après les différents messages, nous avons la première question qui est là, de M. Adeoti. Ok, donc si j'essaie de comprendre la question, dans tous les cas, oui, les risques zéro n'existent pas. Donc, la vulnérabilité, donc notre existence est une vulnérabilité. On est vulnérable par définition. Que ce soit inondation, que ce soit la pollution de l'air, l'homme reste vulnérable. Tout objet urbain ou territorial reste vulnérable. Mais l'échelle varie. Les degrés de vulnérabilité n'est pas le même face à un grand aléa ou à une grande exposition. Par exemple, les populations qui vivent plus proches des rivières s'exposent plus. Donc, du coup, ils sont plus vulnérables que ceux qui sont loin, parce que le temps que l'eau monte, que l'inondation arrive chez ceux qui sont loin, elle aura déjà causé des dégâts sur, on va dire, les quelques 100 mètres à côté de la rivière. Ok, donc nous poursuivons avec les questions. On parlait des vulnérabilités. Et voilà, il y a messieurs, je ne sais pas si c'est madame, c'est Foudine qui demande, parlant des modélisations des risques d'inondation, pourquoi ne pas évoquer la période des retours? Oui, effectivement, la personne a raison. On évoque souvent, lorsqu'on réalise des études en inondation,
Cette question est souvent évoquée parce que la période de retour nous permet d'avoir une idée de la plus grande inondation. Et du coup, comme les risques, c'est la multiplication de l'aléa et de la vulnérabilité, donc du coup, l'aléa, l'inondation, ce sera finalement l'inondation de référence. Donc on va faire, ce qu'on va faire, quand il y a une inondation, on va voir quelles étaient les zones qui étaient inondées. Donc, ça sera déjà la base de notre étude. Donc, ces zones-là qui sont inondées constituent déjà des zones à risque. Et du coup, lorsqu'il y aura des gens, puisqu'il y aura, si la dernière grande inondation remonte, il y a cela 20 ans, comme à Goma, l'éruption volcanique, il y a 20 ans, on va considérer, on va garder toujours la même étendue du danger. Et quand des gens viendront construire, même s'il n'y a plus de volcan ou inondation, ces gens-là, au sens vulnérabilité, ils seront toujours vulnérables, toujours exposés. Parce qu'on s'est dit, s'il y a déjà eu une inondation qui est arrivée à un tel endroit, rien n'empêche que, en cas d'inondation, que l'inondation arrive encore là. Donc, éventuellement, la question de retour ou de la dernière plus grande inondation est toujours évoquée. Et je crois que c'est toujours la même personne. Je vais lire la question. Si vous me permettez, vu que je dois parcourir les différentes questions. Il y a, bon, en fait, M. Ipaka qui demande les documents. Je crois que j'ai essayé un peu de traiter le problème du document parce que je me suis dit la majorité des projets que nous présentons, il y a certains, mais la majorité sont des projets en cours. Donc, je ne sais pas pour M. Claudie si c'est possible de partager les documents ou soit on peut vous fournir d'autres éléments. M. Glody, il y a une question où M. Chardin demande s'il peut avoir les documents. Ok, ben je vais le partager. Je vais te l'envoyer, comme ça tu le partageras. Ça va. Monsieur Chardin, je crois que dès le début, j'ai essayé un peu de mettre notre adresse mail, notre numéro WhatsApp. Vous avez aussi écrit votre adresse mail est là. On va voir comment vous les partagez. Voilà. Il y a, je crois, Madame Sefoudine qui demande pourquoi d'autres auteurs ajoutent l'exposition dans la notion des risques. Ouais, c'est la même question que la première. On ajoute la notion d'exposition. Bon. On ajoute la notion d'exposition parce que c'est des modélisations. On ne travaille pas à partir des zéros, on commence par quelque part. Et l'information qu'on a, c'est d'abord l'exposition, comme je l'ai dit, à la dernière inondation, où voilà, voilà, la dernière inondation qui est allée peut-être plus loin, ou voilà, la plus grande inondation. C'est un peu ça. OK. Il y a monsieur Kofu qui essaie un peu de féliciter M. Glody, mais il dit qu'il serait mieux que la dernière carte soit achevée, qu'il reste dans sa soif, mais il a vraiment apprécié la présentation. En fait, dans la prochaine séance, je crois, on verra comment finaliser tout ça. Nous poursuivons. Il y a M. Idriss Garol qui dit sur le projet en cours de présentation, j'ai vu de la végétation. Je crois que c'est apparaître cocotier, herbes et avec quel plugin. Je crois que ça me concerne. C'est par rapport au projet, le projet qui est là juste partagé, le projet sur la station de l'occupation spatiale délimitée. Monsieur Idriss, en fait, ça fait partie de la symbologie avancée. J'espère vous utiliser les logiciels QGIS. Avec la symbologie avancée, on peut, au lieu d'utiliser par exemple, bon, en fait, nous ne sommes pas en train de donner la formation, mais je vais un peu vous le partager.
au lieu d'utiliser, par exemple, le symbole unique, où vous allez juste utiliser la couleur, vous pouvez utiliser les symboles SVG. Donc, les symboles SVG vous permettent un peu à représenter des zones comme ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser la végétation, vous pouvez utiliser soit un arbre. Là où il y a un hôpital, vous pouvez utiliser l'indice qui marque l'hôpital. Les arrêts de bus, vous pouvez utiliser les images SVG des bus. Donc, en fait, en privé, on verra comment vous parlez de tout ça. Mais sinon, nous avons notre chaîne YouTube où il y a la majorité des tutoriels qui détaillent un peu tout ce qui est comme manipulation du logiciel QGIS. Voilà, nous poursuivons. Il y a Messier, et apparemment c'est la même préoccupation. Il dit, dans le risque, la vulnérabilité fait montrer des priorités aussi. C'est ça. En fait, M. Glody, il y a M. Adeoti qui veut un peu confirmer. Il dit, dans le risque, est-ce que la vulnérabilité fait montrer des priorités aussi? Oui, parce que imaginez qu'on est, par exemple, si dans un territoire, on a la banque centrale qui est à côté, ou si on a, ou à côté, on a une maison ou des habitations. Donc, c'est clair que les priorités, et ça va dépendre de ce que nous, on considère comme, important. Il y a une classification. Quand il faut faire un choix, on s'est dit, dans tous les cas, il y aura endommagement. Mais on s'est dit, sur quel objet ou quel critère on va intervenir pour ne pas que les dommages soient importants. On va peut-être aller directement intervenir la Banque centrale. On va aller pour sécuriser la Banque centrale, pour évacuer quoi, une inondation, pour pas que la monnaie ou les machines soient plongées dans l'eau. On va intervenir plus tard pour, c'est pas moi, un restaurant. On s'est dit là, c'est pas prioritaire, c'est pas aussi vulnérable parce que l'objet en soi, la valeur de l'objet rend cet objet-là prioritaire. Et plus un objet a de la valeur, plus sa vulnérabilité est à protéger. Ingénieur Adrien, qui dit, il tient d'abord à vous féliciter par rapport à votre présentation, qu'il a beaucoup apprécié. Et sa préoccupation est de savoir est-ce que vous pouvez peuvent être plutôt utilisés pour répondre aux questions de préservation de l'environnement ou de gestion des paysages dans la pratique de l'aménagement. Est-ce que les utilisateurs peuvent craindre l'uniformation comme conséquence de ces modes de gestion? C'est la question de l'ingénieur Adrien. L'uniformation. C'est moi, c'est la première fois que je l'attends. Je vais comprendre c'est quoi l'uniformation. Ça signifie quoi? Peut-être que ce n'est pas dans le sens qui n'est pas uniforme. Ah, ok. Non, c'est justement à ça que permet que les cycles soient un moyen, un système aussi apprécié parce que on peut intégrer plusieurs avis. Par exemple, dans la modélisation, je ne peux pas dire que voilà, un établissement est plus important qu'un autre parce que je ne connais pas la valeur de l'établissement. Il faudrait que des experts puissent me dire au regard de notre expertise, ces bâtiments et plus, par exemple, en termes d'expertise immobilière. Ça ne sera pas à moi, je ne suis pas dans les domaines, ça sera aux gens qui vont estimer la valeur du bien pour venir me les rapporter et finalement, moi, je vais l'intégrer. Donc, chaque domaine a ses experts. Donc, du coup, le but des cycles, ce n'est pas d'être expert en tout, mais c'est de pouvoir se servir de résultats, de l'expertise de tous les domaines, de façon à les rendre, à les rendre importants. Et je comprends son propos quand il dit une information dans l'homogénéité, mais il faut savoir que même en mathématiques, on va toujours avoir des échelles. On va par exemple avoir l'échelle de 1 à 10 et que lorsqu'un expert
dans l'immobilier me donne son avis, c'est clair que ça sera pas, ça sera en termes d'argent. Mais moi, je vais faire en sorte de les classer sous forme d'échelle. Comme ça me permet par la suite d'harmoniser mes traitements. Tu sais que 1 correspond au meilleur et 10 au faible. Donc, du coup, chaque information de chaque domaine qui entre a une valeur qui est finalement uniforme dans tous mes résultats, dans tout mon traitement. Ok, nous poursuivons. Il y a, il y a Madame Stéphine. Bon, permettez-moi la prononciation, j'ai du mal avec les noms arabes. Sa question concerne, elle demande, pour l'aménagement du territoire, les images aéroportées sont donc plus fiables dans le projet QGIS que les images satellitaires. Je n'ai pas compris, pardon. Territoire. Les images aéroportées sont donc plus fiables dans le projet QGIS que les images satellitaires. Là, je parlais du projet des drones. Monsieur Paul, je ne sais pas si la question s'adresse à vous, Monsieur Claudie, ou Monsieur Oui, Paul. oui. Toutefois, c'est lui qui est prêt à répondre. Oui, je pense que la question s'adresse à moi. Bon, pour être clair ou bien franc, d'abord, les images satellitaires, c'est bon. Mais j'ai expliqué ça en disant juste pour avoir une bonne précision. Parce qu'avec les images aéroportées, tu peux avoir des images bien précises. Oui. Oui, avec une précision centimétrique ou bien millimétrique. Ça dépend du travail, ce que le demandeur a demandé pour qu'on lui fasse aussi. Parce qu'il y a certains qui demandent comme les images satellitaires avec le traitement, tu peux faire ce que tu veux. Et c'est bon. J'ai une question. Ok. Allô? Merci beaucoup. Oui. Nous allons poursuivre. J'espère que la réponse est satisfaisante. Eddie, merci. Okay. Mais je voudrais apporter un plus à ce que les autres ont dit. Vous n'avez pas pu écrire la question. Oui. Oui, question de vous présenter et puis s'il y a des choses à apporter. D'accord. Thomas Segbe. Oui, oui. Géographe, géomaticien. Ok. Oui, veuillez vous présenter. C'était concernant les images aéroportées et les images satellitales concernant l'aménagement du territoire. En fait, pour appuyer ce que mes confrères ont dit tout à l'heure, ce qu'il dit n'est pas faux, mais tout dépend de la superficie et l'échelle à laquelle vous voulez étudier ou visualiser l'information. Les images satellitales aéroportées sont plus utilisées à l'échelle métrique, donc sur une unité d'espace. Donc, par exemple, si vous voulez étudier une zone, un petit quartier, une circonscription bien réduite, là, vous pouvez utiliser ce genre. Mais quand vous utilisez une échelle spatiale, vous allez seulement vous référer aux images satellitales. Donc, pour plus de détails, ça sera dans les prochaines séances. Merci. J'espère que là, c'est bon. Ok, merci. Il y a M. Adrien qui demande à M. Paul. Est-ce que je peux... qu'on parle avec beaucoup plus de détails du projet. C'est une intervention ou une question? Excusez-moi. Ouais, certainement, il y a une petite intervention. Bon, je vais d'abord commencer par me présenter, et après je vais faire une intervention. C'est en rapport avec la question sur les données satellitaires et les données par le drone. Donc, comme a été posé par le frère. En fait, bon, je me présente, je m'appelle Chitoko. Je suis ingénieur BTP, donc spécialisé en environnement et hydraulique. Et là, je suis étudiant en Master 1 environnement et géomatique, donc à l'université Lyon 2 en France. Alors, il y a des réponses qui ont été données en rapport avec la question. Et moi, je pense que les données satellitaires ont toujours
une valeur pratiquement élevée que les données que nous pouvons avoir à partir des drones. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de données, on n'a pas que besoin de la résolution spatiale de l'image. On a besoin de la résolution spectrale, la résolution radiométrique et temporelle. Il y a beaucoup de paramètres, en fait, qui entrent dans le donné, en fait. Donc, après, ça dépend de ce que nous voulons. Aujourd'hui, les drones sont privilégiés à cause du coût bas qu'ils présentent par rapport aux données que l'on pourra avoir à partir des satellites. C'est pourquoi beaucoup de gens, par manque de moyens, ils privilègent, en fait, des données de drones. Après, si bien, ça donne quand même des bons résultats. Mais si pour répondre honnêtement, donc on dirait que les données satellitaires, après, ça dépend. Parce qu'actuellement, en France, avec les Spot-7, donc il y a une grosse précision jusqu'à 1 millimètre près. Donc vous voyez que si vous avez des données Spot et les données, du drone, par exemple. Donc, peu importe la superficie du champ à étudier, donc vous voyez que les données spots seront toujours beaucoup plus privilégiées que les données du drone, en fait. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas que la résolution spatiale à prendre en compte, il faut prendre en compte la résolution radiométrique parce que les images, donc il y a beaucoup de finalités, en fait. Pour lesquels on peut nécessiter une image. Donc, il ne faut pas juste conclure rapidement que non, voilà, les données de drones sont plus avantageuses que les données de la satellite sans pour autant vérifier les critères spectrales, radiométriques, temporels et spatiales. Donc, voilà. Après, j'avais des suggestions. Ben, après, je ne sais pas si je dois le dire maintenant ou peut-être à la fin, parce que je ne sais pas comment est-ce À la fin, que c'est vous bien. fonctionnez. D'accord, merci beaucoup. À la fin. Ok, merci Ok, beaucoup, je peux monsieur revenir Wambeko. relativement à la C'était question. intéressant. Oui. Je peux revenir? Ok. Oui. En fait, ce que mon confrère vient d'expliquer est nettement précis. Mais je pense que dans l'expression de la dame, elle voulait savoir, il était question ici d'expliquer comment, à quel moment elle peut utiliser les images aéroportées et à quel moment elle peut utiliser les images satellitaires. Je ne pense pas qu'elle a besoin de connaître les spectralités et trucs comme ça. Bon, loin de là, mais tout ce qu'il a expliqué entre dans les relatifs et les détails. Donc, l'image aussi aéroportée joue un rôle primordial aussi. Ça dépend, j'ai bien dit, ça dépend de l'unité d'analyse et de l'unité d'observation. On va utiliser les images satellitales pour un élément précis, pour une analyse concise, relative par exemple à l'occupation. C'est là où on va te parler des radiométries, des analyses et trucs et consommés. En termes d'observation directe, où on veut avoir quelque chose de concret sur une échelle bien réduite, je dis bien réduite. Là, on peut travailler avec les images aéroportées. C'est très simple. Moi, je pense que, je le dis, je ne vais pas présenter certains arguments, mais je le dis quand même, l'objectif ici, là, c'est de lui montrer à quelle échelle elle peut utiliser les images aéroportées, à quel moment elle peut utiliser les images satellitales. On ne va pas entrer dans les détails trop basiques qui vont un peu gêner la compréhension de la personne. Merci. Ok, merci beaucoup. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, si je peux aussi insister, mais le problème, c'est quoi? Parce qu'avec la dame, j'ai vite lancé ces projets pour vous savoir. Vous voyez, par exemple, avec ça c'est le projet qu'on a présenté hier. Vous voyez, là, nous avons deux vies aériennes de la commune de Lingwala à Kinshasa, la situation de 2021 et de 2004. C'est ce qu'on a parlé hier. On a compris que souvent, ce sont des pays qui disposent des satellites qui ont un peu la facilité d'avoir les images de haute résolution. Parce que nous l'expérimentons avec, par exemple, la plateforme Google Earth. Lorsque vous êtes dans des zones telles que Las Vegas en Amérique, vous avez la possibilité d'aller encore beaucoup plus loin et vous avez même la facilité de différencier les objets. Ça peut être une chèvre ou un homme, tout ça. Mais si vous revenez chez nous, par exemple en Afrique, je prends l'exemple de mon pays, le Congo, vous zoomez, prenons le cas de la ville de Kinshasa, lorsque vous êtes en train de zoomer, arrivé à un certain niveau, les images sont dépixelées.
et vous n'avez plus la possibilité d'avoir les images de haute résolution. C'est dans ce sens-là, c'est dans ce sens où, en fait, M. Glody était en train d'intervenir pour dire que les images provenant des drones sont un peu avantagées parce qu'avec les drones, d'abord, ce sont les images à temps réel, mais avec Google Earth, ce que nous récupérons pour nos pays, ce sont les images, par exemple, datant des 2 à 3 mois passés. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, si je pouvais dire. Sinon, nous poursuivons avec des questions-réponses. Moi, j'ai une question. Allô, vous m'entendez, s'il vous plaît? Donc, monsieur le lecteur, j'ai une question. Je ne sais pas si je peux la poser. Oui, nous vous entendons. Ouais, en fait, c'est en rapport avec les données. Parce que c'est bon écrire la question. Oui, écrire, je ne serai pas en mesure d'écrire parce que j'ai... Allez-y, voilà. Posez votre question. Voilà, en fait, ma question, c'est en rapport avec les images, avec les données. Parce que c'est très important, puisque quand vous utilisez les données de Google Earth, ça, ce n'est pas des vraies données qu'un géographe ou un géomaticien peut pratiquement prendre pour des projets importants. Donc, moi, ma question se base sur une politique de l'Union africaine, parce qu'en Europe, par exemple, vous allez voir, il y a des organes comme Inspire, donc Inspire en français. Donc, c'est tout un organe qui est basé sur une politique pour la gestion des données en Europe, par exemple. Parce qu'en Europe, il y a des satellites, etc. Il y a, par exemple, en France, il y a l'IGN, l'Institut géographique national, qui est à la base de la collecte, des traitements et des partages des données, etc. Il y a une politique, en fait, pour les échanges de données entre pays, etc. Alors, nous, les Africains, et des futurs cadres de demain, parce qu'il y en a déjà parmi nous qui travaillent déjà dans le domaine de la géomatique, donc un domaine très intéressant et promettant, parce que c'est un domaine du futur, comme on le sait déjà. Alors, quelle est notre politique, en fait, face à ces enjeux des manques de données? Parce que nous qui sommes normalement des cadres de demain, nous devons normalement nous conscientiser, donc nous former en bloc pour mobiliser nos points de vue pour qu'il y ait des politiques, en fait, déjà à partir de notre pays, le Congo, euh, des politiques des collectes des données. Parce que normalement, pour avoir des données, il faut soit les acheter ou soit envoyer un satellite pour l'acquisition des données directement. Alors, en ce moment, on connaît bien les réalités. On n'est pas en mesure de nous envoyer nous-mêmes les satellites, en fait, au niveau spatial pour l'acquisition des données. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que géomaticiens, pour être en mesure de nous constituer une grosse base de données, si pas au niveau africain, mais au niveau local, en fait, au niveau national, pardon, une base de données des données géographiques, en fait. Si on va peut-être commencer à acheter des données, je ne sais pas, en France ou dans un autre pays, mais pourvu que nous ayons une base de données sûre où nous pourrons pratiquement avoir des données quand nous en avons besoin, pour éviter beaucoup de problèmes que nous avons dans le cadre de projet. Donc, voilà, ça c'était ma question. Quelle est notre politique, en fait? Qu'est-ce que nous envisageons? Qu'est-ce que nous devons faire pour nous rassurer qu'il y a une base de données permanente pour la disponibilité des données quand nous l'avons besoin? Parce que là, par exemple, je sais que beaucoup des gens, ils utilisent les données vecteurs et raster dans les OpenStreetMap. Bon, plutôt, ils vectorisent, pardon. Ils vectorisent eux-mêmes et ils rasterisent eux-mêmes à partir des OpenStreetMap. Après, c'est pas mal, c'est bien. Mais après, dans des bons projets où nous avons besoin de précision, et des fois, ces données ne sont pas très fiables. Donc, nous sommes des professionnels. On n'est pas là pour faire des choses des pacotilles. Donc, nous sommes des professionnels et il y a des gens qui comptent sur nous, qui ont besoin de solutions. Donc, moi, je me dis, nous qui sommes là, comment nous nous organisons pour le compte du Congo avoir une base de données fiable pour
des projets actuels et des projets futurs. Donc, c'est ça ma question. OK. Mon frère, je vous ai écouté. Je peux répondre? Je peux essayer d'apporter une réponse à votre... D'accord. Ouais, OK, pas de problème. OK, vous avez développé tant de choses. Vous avez d'abord parlé de Google Hub et vous avez fait une comparaison Afrique-Europe. Étant déjà du domaine depuis, ayant une expérience déjà de 3 ans dans la géomatique, spécialement dans les unités SIC, je peux au moins vous faire comprendre que quand on exploite un espace, ce n'est pas forcément parce qu'elle est biaisée ou alors elle est ancienne, c'est justement pour avoir un certain type d'information, un certain élément, une certaine idée de ce qu'il faut faire. Donc, Google Earth est utilisé en Afrique dans certains projets et je pense je peux dire, crédible à un certain niveau. Tout dépend de ce qu'on veut y représenter. Il y a certes certaines unités développées en Europe qui sont utilisées. Là-bas, je ne vais pas m'attarder, mais Google Earth, moi, je conseille toujours aux gens pour les éléments basiques, pour ne pas vite s'envoler, on part crescendo. Vous pouvez utiliser Google Earth. Ne serait-ce pour avoir une certaine type d'information. Même si elle est ancienne, datant au moins de 2 ou 3 mois, au moins ils ont au moins une connaissance ou un visuel de l'espace qu'ils veulent observer. Concernant la collecte des données, j'ai beau vous dire que, bon, le cas du Congo, je n'en sais pas grand-chose. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Oui. Je vous écoute. Je voulais dire ceci, si vous pouvez être un peu beaucoup plus précis et rapide, parce que en attendant que vous puissiez continuer, je voulais aussi dire à M. Wonderful, cher monsieur, le problème c'est quoi? Parce que quand vous dites, nous en tant que professionnels, en tant qu'experts en tout ça, vous voulez nous amener à réfléchir par exemple à la place de l'État. C'est ce qui pose déjà problème. Nous avons compris qu'il y a des sérieux problèmes là où nous vivons et nous sommes en train de chercher des solutions. Parce que ce n'est pas, c'est carrément impossible. Et ça veut dire, vu qu'on a compris que nous avons des sérieux problèmes au niveau local, et se servir de Google Earth, de OpenStreetMap, ça ne fait pas de quelqu'un, par exemple, amateur, si je ne me trompe pas, comme le CV. Parce qu'on se limite pas seulement à récupérer des vecteurs, des shapefiles sur Google Earth ou soit OpenStreetMap, mais on essaie un peu de confronter cela à la réalité de terrain. Vu qu'on est sur place, nous avons des GPS. Il y a même aujourd'hui la facilité avec certaines applications Android qui donnent encore beaucoup plus de précision, par exemple les mobiles topographes. Donc, vous voyez qu'après avoir confronté avec la réalité de terrain, c'est ce qui nous permet maintenant à être sûr des données. OK, d'accord, merci. Vous avez un peu développé ce que je voulais expliquer, mais concernant la collecte des données, pour le cas du Cameroun, il y a une base de données qui est mise en place dans divers projets. Dans certains pays africains, je pense qu'on ont des outils, ont des données qui ont été mises en place. Et je ne peux pas les citer ici, mais j'ai connaissance de cela. Et connaissant les données OpenStreetMap, tel que mon prédécesseur l'a dit, et je pense qu'il y a même une société française qui le fait là-bas, européenne, particulièrement Sogefi. Ils sont basés au niveau de, je ne sais pas trop, mais il y a un détachement ici en Afrique et il y a un pôle au Cameroun. C'est eux qui confectionnent moins les données OpenStreetMap, à ce que je sache. Mais vous avez spécifié que les données raster, vecteurs que nous utilisons sont plus référencées aux OpenStreetMap. Ce n'est pas vrai. Au Cameroun, particulièrement, moi, je conceptionne les données à partir des descentes sur le terrain, à partir de relevés topographiques. On conçoit des données vecteurs, on conçoit des données raster. Donc, à dire qu'en plusieurs touche l'autre, c'est un peu biaisé. Ça veut dire que vous n'avez pas une bonne connaissance de l'Afrique. L'Afrique avance nettement dans le domaine de la géomatique. Je ne connais pas le cas du Congo, mais je travaille avec les Tunisiens, je travaille avec les Marocains et je peux vous confirmer que c'est considérablement avancé concernant vos remarques. Donc, il y a une avancée considérable. Il y a l'autre, mon confrère qui a dit on ne peut pas réfléchir à la place du gouvernement. Certes, il a raison, mais il y a une politique dans chaque État des données. Il y a une politique de mise en place des données.
Il y a une politique pour gérer l'information. Donc, c'est à travers cette politique que les différents experts ou les différents spécialistes du domaine ou bien différents bureaux et différents services s'adaptent et s'arriment pour pouvoir générer l'information. Bon, je ne vais pas aller trop peu dans les détails concernant la coalition. D'abord, je laisse la libre échange à l'expert qui nous a réunis ce soir. Merci. J'espère que s'il y a des questions, je pourrai répondre. Je peux intervenir? Oui, monsieur José, vous pouvez intervenir. OK, merci. J'ai bien suivi vos deux réactions suite à l'intervention de monsieur qui a fustigé un peu la situation en Afrique. Le monsieur, moi, je peux dire que d'une part, il a tort et il n'a pas tort. Comme mon prédécesseur venait de dire, il y a des avancées considérables dans certains pays. Mais si nous revenons dans le cas de la RDC au Congo, c'est la première fois, par exemple, aujourd'hui, qu'on a mis en place un ministère du numérique. C'est un ministère qui est vaste et on doit profiter puisqu'il y a des jeunes gens pleins de potentialités, particulièrement comme notre ami Christian. C'est celui que je félicite beaucoup pour son courage, pour ses initiatives. Déjà, le numérique englobe tout cela. Et puis, il y a l'obstacle majeur, c'est quoi? Nous sommes dans des pays sous-développés. Ça, il faut le reconnaître. Le sous-développement, c'est un état d'esprit. Vous avez donné l'exemple de l'IGN qui met à disposition des différents intervenants les différentes cartes avec les données qu'ils ont. Or, chez nous, quand vous allez, ils vous prennent pour un concurrent et ils vous mettent de barrières pour accéder à certaines données. Ce n'est pas évident. Donc, il faut que certains pays d'Afrique puissent dépasser cet état d'esprit-là pour que les choses puissent aller et que les opérateurs qui sont dans les domaines puissent accéder facilement aux informations. Donc, il y a aujourd'hui, la volonté est là. On voit beaucoup il y a des messieurs de Glody, les EZ qui travaillent déjà dans les domaines, mais ils n'ont pas la facilité. Mais s'ils persévèrent, et moi je suis avec par exemple la création des ministères du numérique, mais on ne doit pas attendre qu'ils n'attendent pas qu'on vienne les chercher. Ce sont eux qui vont aller présenter la situation. Voilà ce que nous faisons. Vous faites un exposé à l'intention du ministère, ils pourront être intéressés par le travail. Ils savent au moins que non, au Congo, il y a quand même des gens qui se débrouillent dans tel domaine en numérique et ce sera important et ils vont prendre en compte. Et puis bon, dès que vous commencez à collaborer déjà avec un ministère ou bien au niveau de la recherche scientifique, s'ils sont sincères, ils vont demander quels sont les obstacles. Déjà, les pas sont franchis. Oui. Alors, au niveau de l'Union africaine, c'est un peu difficile de penser aujourd'hui puisque les pays travaillent d'une manière isolée. Comme j'ai dit, là, moi, je sais que les pays de Maghreb, la Tunisie, surtout le Maroc aussi, ils ont déjà des avancées considérables dans les domaines des SIG par rapport au niveau des pays de l'Afrique centrale. Donc, nous faisons, et c'est la politique et l'état d'esprit qu'il y a dans nos institutions qui font qu'il n'y a pas d'avancée considérable. Mais cela ne doit pas empêcher aux opérateurs d'arrêter de réfléchir sur ça. Ils continuent avec leurs avancées et en fonction de leur volonté, le gouvernement feront recours à eux d'un moment à un autre. Par exemple, avec des stratégies disons, de catastrophes naturelles qu'on a commises dans les Goma. Et si les bureaux d'études puissent présenter certaines études au gouvernement, et ça pourra commencer à se faire voir aussi. Il faut se vendre. Les jeunes doivent se vendre aussi. Oui, c'est bien de travailler dans des coins isolés, mais il faut se vendre, se faire connaître. Se faire connaître, c'est-à-dire quand il y a un problème, d'abord, ne voyez pas l'aspect financier, mais se faire vendre, c'est-à-dire montrer que vous existez par le travail que vous faites. Quand le travail là, quand votre production est appréciée, là, vous verrez qu'on va commencer à tenir compte de vous. Donc, c'est ma petite contribution que j'avais à ce sujet. Merci beaucoup, monsieur José. Voilà, nous allons, je sais pas, je suis sûr qu'il y a
d'intervention. Nous allons poursuivre avec les questions. Voilà, il y a en fait, la dame, je suis sûr que c'est une dame, elle a posé trop de questions. Elle dit, concernant la prise des décisions, la cartographie suffit-elle celle de les faire ou l'accompagner? En fait, qui justifie-t-elle de les faire ou l'accompagner avec une analyse multicritère? En fait, je n'ai pas bien compris la question. Je ne sais pas si elle est là. Elle peut activer. J'ai compris la question. Ah oui, d'accord, c'est mieux. Déjà, pour dire que j'ai réalisé une autre étude sur des analyses multicritères, justement. Voilà pourquoi j'ai compris la question. En fait, sincèrement, les cycles seuls ne peut pas suffire, on va dire, parce que ça va dépendre aussi de la personne qui va prendre la décision. Mais justement, l'analyse multicritère permet qu'on puisse faire des choix qui ne sont pas forcément des choix que tout le monde pourrait opter. Je prends l'exemple, par exemple, si j'ai un choix à faire entre 3 téléphones, un iPhone, un Samsung et un Huawei, et il y a des caractéristiques associées à chaque téléphone. Je peux avoir la caméra, l'écran ou l'autonomie des charges. Par exemple, je peux avoir dans l'iPhone, il y a une bonne caméra, il y a une faible autonomie, il y a l'écran qui est performant. Dans les Samsung, c'est un élément, pas un autre. Dans les Huawei, un élément et pas un autre. Du coup, l'analyse multicritère va permettre de faire un choix global. Ce ne sera pas, je vais choisir l'iPhone seulement. Non, je vais choisir. Maintenant, les critères vont être mis en termes, vont être pondérés. J'aurai des pourcentages associés à chaque critère. Au final, j'aurai en fait, les résultats, j'ai 90% de la caméra chez l'iPhone, j'ai 20% de l'autonomie, j'ai 60% de l'écran. Et pareil pour Samsung. Du coup, moi, je vais faire un choix en fonction de ce que je veux. Si moi, j'aime un téléphone avec l'écran ou avec la caméra, c'est clair que je vais choisir l'iPhone. Du coup, de manière générale, quand on met plusieurs critères, ça permet de faire un choix beaucoup plus large. Par exemple, dans le cas des inondations, on verra un bâtiment. Est-ce qu'il est commercial? Est-ce que c'est construit en quelle année? Est-ce que les matériaux? Donc, ça permet à ce que les SIG associés à d'autres caractéristiques, d'où l'intérêt d'interroger des experts. Comme ça, on aura de retour, on aura des caractéristiques, des avis beaucoup plus objectifs qui s'approchent de l'objectivité pour nous permettre à faire de bons choix. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec les questions parce qu'on a déjà fait presque plus d'1h30. On va chuter à 2h. Il y a M. Hassan qui demande, il dit d'abord bonsoir à tous, merci. Il dit, de façon pratique, comment les sites peuvent aider à faire le diagnostic pour l'élaboration des schémas d'aménagement du territoire? Je ne sais pas, mais c'est le dit ou... Les SIG va permettre, parce que les schémas d'aménagement, comme ça dit schéma, donc c'est en gros, c'est aussi faire au final des cartes, au final de cartes qui vont tenir compte de plusieurs paramètres. Donc les schémas directeurs d'aménagement ou d'urbanisme, ça donne une vision de ce que sera le territoire. C'est toujours une décision du décideur. Donc on décide que, toujours en tenant compte aussi de paramètres. Par exemple, lorsqu'on va connaître le territoire, on sait que dans telle zone, c'est une zone inondable. Donc, on ne va pas penser un jour à donner des permis de bâtir parce que c'est inondable ou c'est des zones marécageuses. Donc, il n'y a pas intérêt à avoir une vision d'aménagement ou des constructions de maisons là-bas. Et voilà, on va aussi tracer des rues de façon à relier les zones qu'on aura choisies pour être des centres d'activité. Donc, c'est vraiment une vision globale et les sites permettent justement de faire ça parce qu'avec les sites,
il y a moyen, c'est une façon de modéliser les objets urbains. Donc, les centres d'intérêt, les routes, tout est modélisé, tout objet urbain ou territorial, pardon, est modélisé. Du coup, ça nous permet d'avoir au final une restitution assez simplifiée du territoire et ça permet à ce que l'urbanisme ou même les futures villes qui vont être construites soient construites sur base d'éléments aussi importants qu'on n'ait pas de problèmes plus tard. On a construit où il ne fallait pas construire. Les routes, il y a des érosions par-ci, par-là. Donc, ça permet, on va même intégrer la géotechnique aussi. Donc, il y a vraiment, c'est toute la science qui va entrer pour qu'au final, l'urbanisme ou l'aménagement répondent vraiment à des problématiques où les populations ne soient pas en danger dans l'avenir. Ok, merci. Il y a un ensemble de participants, il n'y a plus de préoccupations, j'espère. Voilà, je crois que c'est ça. Je tiens à rappeler que RFS Consulting est un cabinet de consultance du bureau d'études environnementales et d'ingénierie. Nous évoluons dans les domaines de gestion de l'environnement, aménagement du territoire, ingénierie forestière, encadrement scientifique, et on se base beaucoup plus sur les outils tels que le site, la télédétection appliquée. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nos prestations de services sont en ligne et en distance comme en présentiel. Nous évoluons avec un système de partenariat avec les consultants. Peut-être que vous voyez M. Glody qui est là, il y a d'autres qui sont un peu empêchés, qui sont nos consultants qui sont ailleurs et donc avec qui nous intervenons de temps en temps. Nous offrons aussi des formations des sites avec le logiciel QGIS, ArcGIS et autres là. Et parmi nos participants, il y a même beaucoup qui sont nos candidats qui suivent la formation chez nous. La vision est que nous aimerons, comme je l'ai toujours dit, je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui, nous avons compris que, surtout en Afrique, beaucoup de scientifiques, malgré leur connaissance de la science, n'ont pas vraiment la maîtrise des outils. Je sais qu'il y a des ceux qui sont contre quand nous les disons, parce que je me suis déjà une fois échangé avec un monsieur lors d'une conférence. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il m'a dit, non, les sigles, les QGIS, là, il faut les laisser aux géomaticiens. J'ai compris qu'il n'avait pas compris. J'ai vu qu'il ne m'avait pas compris. Parce que ce n'est pas quand on dit outil que le site ou bien le QGIS, c'est pour les géomaticiens. C'est comme si tu disais que je ne peux pas apprendre comment utiliser les crayons parce que c'est pour les dessinateurs, soit ceux qui font l'architecture. Non. Ça veut dire que c'est un outil. Il arrivera un moment où tu peux l'utiliser. Mais un outil, chacun l'utilise par rapport à son domaine. Par exemple, on a vu tout ce qui était comme présentation. Les environnementalistes, quand ils vont te parler des sites de la télédétection, ils vont se baser beaucoup plus sur les études environnementales et autres. Les aménagistes, les urbanistes, c'est comme ça. Il y a une raison pour laquelle, vu qu'on a compris cela, nous avons jugé bon mettre en place cette plateforme et lancer le programme RFS Academia qui a vu le jour depuis le 2 août 2020. Bientôt, ça va accomplir une année. Dans ce programme-là, nous accompagnons les jeunes, en fait, les étudiants finalistes, que ce soit les autres étudiants, lors des recherches sur des enquêtes sur terrain, lors de leurs recherches, en leur facilitant la tâche aussi par rapport aux données géographiques, la cartographie et autres. Et le but de ces visioconférences que nous réalisons périodiquement, c'est pour au moins mettre en place un grand réseau, surtout des Africains, qui permettrait les échanges enfin, parce que ce qu'on a compris, c'est quoi? Même dans notre propre pays, et je prends même l'exemple de mon pays, le Congo, il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui ont la maîtrise des outils, mais ils se sont clipsés quelque part, ils sont quelque part, ils ne veulent pas, par exemple, échanger avec les autres, ils ne veulent pas partager. Mais c'est ça le vrai problème. Raison pour laquelle nous avons jugé bon réaliser chaque fois ces genres de conférences, échanger et puis élargir nos relations. Parce que je sais que vu qu'on s'est rencontrés là, il y a même des sites qui se sont connus, donc qui n'étaient pas le cas avant. Donc, voilà, c'est par là que je vais citer. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un mot à dire, mais sinon, nous sommes tellement reconnaissants vers vous pour avoir disposé de votre temps depuis hier et aujourd'hui. Comme c'était prévu, la visioconférence devait prendre les 3 et les 4 mai. C'est aujourd'hui que nous clôturons. La prochaine sera au moins dans 2 semaines. Vous serez informés. Cela va beaucoup plus se baser sur l'usage du site et dans la spécification en fait, l'électrification.
On va essayer de voir comment les sites peuvent jouer un rôle, soit les sites ou la cartographie dans le domaine de l'électricité, lorsqu'il faut électrifier une zone urbaine, soit rurale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je ne sais pas s'il y a des dires. S'il n'y a pas à dire, on s'est sali et puis on se dit au revoir. Et par rapport à la vidéo de cette séance ainsi que la vidéo de la séance d'hier, la vidéo de la séance d'hier est déjà disponible sur notre chaîne YouTube RFS Academia. Et celle d'aujourd'hui, nous allons la traiter, allais-je dire, et puis ça sera aussi sur notre chaîne YouTube RFS Academia. Nous avons nos chaînes Facebook, plutôt nos pages Facebook. Il y a RFS Consulting, il y a aussi le compte Instagram, Twitter. Donc, veuillez vous abonner, veuillez aimer et puis partager tout ce qu'on a comme contenu. C'est ainsi que nous allons atteindre un bon nombre de gens et puis le réseau deviendra encore beaucoup plus important. Je l'ai dit et je vous remercie.